Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Tout le monde m'entend? Ok, bon. Voilà, moi j'interviens notamment en service de gériatrie unité aiguë et en SMR gériatrique à l'hôpital Bichat et dans plein d'autres services. Et donc pour faire le lien avec la dénutrition, ça peut être intéressant de vous parler un petit peu plus d'un point de vue orthophonique, qu'est-ce qui se passe au moment de s'alimenter. Alors d'abord, je vais vous faire un petit rappel anatomique. Je vais essayer d'être simple. Si jamais, vous pourrez bien sûr me poser des questions. Alors, donc en gros, qu'est-ce qui rentre en jeu au moment de la déglutition? Il y a un petit peu toutes ces structures-là. On a donc le voile du palais, qui est à l'arrière en fait, de la langue, qui va venir s'élever ou se rabaisser. On a également les plis vocaux, là où il y a les cordes vocales. L'œsophage, bien évidemment. La langue aussi, et puis l'épiglotte. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne ensemble. Voilà, c'est vraiment important que toutes ces structures fonctionnent en même temps. Je vais développer un peu par la suite comment elles vont venir travailler ensemble afin de déglutir de manière correcte, sans faire de fausses routes. Il y a aussi, du coup, toutes ces paires crâniennes qui permettent de faire fonctionner les structures que j'ai un petit peu énumérées tout à l'heure. Donc en gros, pareil, chaque nerf crânien va entretenir un rôle dans la déglutition. Et s'il suffit en fait qu'un seul de ces nerfs soit touché, notamment lors d'un AVC par exemple, pour que cela engendre des troubles de la déglutition. Donc voilà. Bon, vous pouvez voir un petit peu à quel point ils sont connectés et il suffirait vraiment d'un AVC ou d'une déficience neuronale qui fasse que ça engendre des troubles de la déglutition par la suite. Alors, donc comment ça fonctionne concrètement? Déjà, l'objectif d'avaler, c'est surtout pour protéger ses voies aériennes. Quand on fait des fausses routes, quand on a des troubles de la déglutition, c'est que les voies aériennes ne sont pas très bien protégées. Et donc, c'est là que ça va aller dans les poumons et ça peut faire des pneumopathies d'inhalation. Donc, comment on fait pour protéger ces voies aériennes? D'abord, on a la phase orale où en fait la nourriture va être au niveau de la langue, elle va être mastiquée pour que ça puisse passer correctement ensuite dans l'œsophage. Au moment de cette bascule, donc là c'est au niveau de la deuxième phase, la phase pharyngienne, où on va propulser le bolus alimentaire à l'arrière, dans le pharynx. Le voile du palais va se remonter pour pouvoir le laisser passer. L'épiglotte va remonter pour bien fermer les cordes vocales. Et ensuite, du coup, tout ça va bien être hermétique et va pouvoir passer dans l'œsophage par la suite. Et donc après, il y a la phase œsophagienne. Alors, il faut savoir que la seule étape réellement volontaire, c'est celle où on va mettre la fourchette dans la bouche et où on va mastiquer. Et ensuite, quand on se sent prêt, que les aliments sont suffisamment mous pour passer dans l'œsophage, c'est là où on va déclencher le réflexe de déglutition. Celle qui est semi-volontaire, c'est quand le voile du palais va s'élever. Il va y avoir une toute petite phase d'apnée, c'est la phase où en fait l'épiglotte va venir se coller contre le larynx afin de protéger les voies aériennes et pour que les aliments passent dans l'œsophage. Et là, ensuite, on ne contrôle plus rien quand les aliments descendent dans l'œsophage. Là, on a le péristaltisme œsophagien qui va permettre aux aliments de descendre ensuite dans le système digestif. Alors, donc, il y a différents troubles de la déglutition et en fait, ils vont surtout se situer à différents moments. Donc on peut avoir des troubles de la déglutition avant même d'avaler. C'est par exemple si une personne arrive mal à mastiquer, par exemple, elle va avoir une langue un peu mobile, donc en fait, elle va avoir du mal à basculer les aliments dans le pharynx et ensuite dans l'œsophage. Ensuite, il va y avoir le trouble pendant, c'est-à-dire que là, on en voit beaucoup à l'hôpital où en fait le larynx est peu mobile, donc il va pas beaucoup se remonter et donc les aliments peuvent passer dans le larynx et ensuite dans les poumons.
Et ensuite, on a les troubles de la déglutition qui se situent après, où en fait, là, on va avoir des stases qui vont se situer au niveau des cordes vocales. Je vous montrerai après, j'ai des vidéos de nasofibroscopie où on voit bien les stases alimentaires au niveau des cordes vocales. Et donc, c'est là qu'ensuite, ça peut redescendre aussi dans les poumons. Voilà, donc là, ça c'est quand ça se situe avant le réflexe. Ça va se situer vraiment au niveau de la bouche. Après, et ensuite là, au niveau de la trachée et de l'œsophage. Alors, petit point sur les étiologies. À quel moment on pourrait retrouver des troubles de la déglutition ? On peut en retrouver dans les maladies neurodégénératives, comme la sclérose en plaques, les maladies de Parkinson, Corée de Huntington et les myopathies. Tout ce qui est neurologique, donc post-AVC, puisque ça va toucher les paires crâniennes souvent, et donc pouvoir créer des soucis au niveau du réflexe de la déglutition. Tout ce qui est aussi, donc les tumeurs, les paralysies cérébrales, etc. Ensuite, on a aussi au niveau ORL, tout ce qui est diverticule. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça demande, c'est un petit peu, ça demanderait trop de temps. Mais donc voilà, il y a tout ce qui est ORL. Et ensuite, métabolique, notamment les dermatomyosites, on en retrouve beaucoup à l'hôpital. C'est en fait une maladie inflammatoire du système musculaire. Et donc, en fait, ça va être des personnes qui vont avoir vraiment du mal à déglutir aussi. Et ensuite, tout ce qui est iatrogénique, donc des personnes qui sont en traitement de cancer. La radiothérapie, ça va venir vraiment brûler tout le tissu. Ils vont avoir peu de salive, notamment. Et donc, ça va rendre très difficile la déglutition. Ça va la rendre très raide et sèche. Donc, du coup, ça peut engendrer des difficultés pour avaler. Alors, donc là, c'est des petites vidéos. Là, on a... Donc là, ce n'est pas une nasofibroscopie, mais on peut regarder, vous allez voir là, donc la personne va avaler, et au moment d'avaler, là ça prend un peu de temps. Là, voilà, vous voyez, tout ce qui est ici, à ce niveau-là, c'est que ça va dans les poumons. Donc tout ce qui est en avant là, ici, ça va dans les poumons. Je ne suis pas très précise avec la souris, mais vous voyez qu'il y a le liquide s'écoule aux deux endroits, et donc c'est pas normal puisqu'il y a une partie qui va directement dans les voies aériennes. Donc ça, c'est une belle fausse route qu'on remarque en imagerie. Hop. Là aussi, celle-là aussi, elle est assez marquante. Hop. Voilà, donc là, vous voyez bien à l'avant, ça s'écoule aussi au niveau des poumons. Et il y a des stases un petit peu partout. Alors là, on est donc sur une nasofibroscopie. Ce qu'on voit à l'arrière, l'espèce de petit tuyau qui est ici, là. Voilà, ça c'est une sonde nasogastrique. Donc vous pouvez remarquer que c'est un petit peu invasif et que aussi ça peut gêner beaucoup la déglutition. Mais bon, là, en l'occurrence, on est chez une patiente qui a vraiment des gros troubles de la déglutition et donc on a été obligé de la nourrir via une sonde. Alors, pour vous faire un petit point, est-ce qu'il y a un petit laser là-dessus ? Ce sera peut-être mieux. Ah oui, parfait, c'est mieux. Alors, là, en gros, ce qu'on voit vraiment à l'intérieur ici, en V, là, donc ça va être les cordes vocales, là, ici. Et donc là, on a l'épiglotte à ce niveau-là. Et là, on a donc du coup ici les sinus piriformes. Donc là, les sinus piriformes vont vraiment nous intéresser puisque c'est là qu'on va voir les stases. Donc je vais lancer la vidéo. Donc là, vous allez voir, on ne va pas avoir grand-chose au moment d'avaler puisque l'épiglotte va se refermer. Ça va un peu flouter la caméra. Voilà, là, on est en train d'avaler. La personne est en train d'avaler. Ça floute la caméra. Et ensuite, vous voyez toutes les stases. Donc là, vraiment, on est avec de l'eau gélifiée et on peut remarquer vraiment que ça pénètre vraiment les voies aériennes avec l'eau gélifiée qui est vraiment au niveau, au-dessus de l'épiglotte, au niveau des sinus piriformes, et ensuite ça va venir par la suite en fait intégrer les cordes vocales et les voies aériennes. Et là, il faut savoir que la personne ne tousse pas du tout au moment de l'examen. Elle ne se rend pas du tout compte qu'elle est en train de faire une fausse route. Donc c'est une belle fausse route silencieuse. Donc c'est pour ça souvent on demande des nasofibroscopies avec des essais alimentaires
pour bien regarder si oui ou non il y a des fausses routes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement, en orthophonie au niveau de notre bilan ? Déjà, on demande toujours aux médecins ou aux internes de faire un premier test à l'eau pour voir si oui ou non il y a un trouble de la déglutition. En gros, il faut nous appeler que si on a détecté un vrai problème. Et parce qu'ensuite, nous, du coup, on va partir d'un constat et on va faire notre bilan à partir de ça. On va déjà regarder la communication, l'aspect cognitif, si la personne arrive à bien tenir sa tête, si déjà la personne est encombrée. Souvent, on nous appelle pour des personnes qui ont déjà des pneumopathies d'inhalation, donc en fait, ils sont encore un petit peu encombrés ou qui sont en surcharge, des choses comme ça. Mais voilà, on va essayer de voir si par-dessus le marché, ils font des fausses routes. On va regarder la motricité de la face, s'il y a une paralysie faciale ou non. Donc on va vérifier la mobilité du voile du palais, de la langue, des lèvres et aussi la voix. Et ensuite on va faire du coup nos essais. On va vérifier aussi si la toux est efficace, s'il est capable en fait de se dégager en cas de fausse route. Et donc voilà, on va tester la salive, l'eau et ensuite les solides. Et oui, donc aussi pour vous parler un peu plus du dépistage, voilà, en gros, quand est-ce qu'on nous appelle ? C'est si on voit qu'il y a des sensations de blocage, si on a remarqué une toux, et on a aussi en tête les situations à risque, notamment dans les personnes en situation de dénutrition, qui ont fait des AVC, qui ont été trachéotomisées, etc. Alors, comment on fait un dépistage ? Alors, déjà, on évite si la personne est en train de dormir ou si vraiment on se rend compte qu'elle n'est pas très vigilante, on va préférer reporter le bilan. Si elle est très très encombrée, en fait, on ne va pas savoir si elle fait une fausse route ou pas. Et si vraiment, au niveau de la sphère oromyofaciale, il y a très très peu de mobilité possible, ça risque d'être un petit peu compliqué. On préfère toujours que le patient soit assis, donc, ou bien au lit redressé minimum à 45 degrés, et on éteint la télé, etc. Voilà, on évite. Ça c'est pour. Voilà, par exemple, là, un petit topo sur les verres. Les verres avec le capuchon, avec la petite paille, vaut mieux éviter avec des personnes qui ont des troubles de la déglutition. Pour certains, ça peut fonctionner, il n'y a pas de souci, mais pour d'autres, en fait, ça les oblige à baisser la tête en arrière. Et donc, en fait, ça va empêcher le larynx de monter correctement pour protéger les voies aériennes. On préfère plutôt les verres à encoche nasale qu'il y a à droite. Voilà. Donc, si la personne tousse, bien sûr, on sait qu'il y a un signe de fausse route. Si la personne fait des fausses routes silencieuses, on pourrait l'entendre et le remarquer à la voix. Ça va être une voix un petit peu mouillée, qu'on appelle mouillée. En fait, c'est une voix où on a envie que la personne se racle la gorge pour éclaircir un peu sa voix. Donc là, ça peut être un signe de fausse route aussi. Et si on relève les constantes avec un scope, on pourrait aussi voir s'il y a une désaturation ou pas en oxygène. Et alors, comment on fait pour le test ? On part de l'eau gélifiée, par exemple, ou de la compote. Si ça passe, on va tester l'eau gazeuse. Si ça passe, on pourra continuer à l'eau plate. Mais sinon, si ça bloque déjà en fait, à l'eau gélifiée ou à la compote, là, va falloir imaginer des solutions alternatives comme une SNG, une GPE. Si par contre, du coup, à l'eau gazeuse, ça passe, on continue avec le verre d'eau. Si ça passe pas au verre d'eau, on reste à l'eau plate, on garde l'eau gazeuse. Ou bien de l'eau... Et si l'eau plate ne passe pas, si l'eau gazeuse ne passe pas, on prescrivra de l'eau gélifiée ou de l'épaississant. Et après, si l'eau plate passe, c'est bon. Ou bien, si ça passe pas, on reste à l'eau gazeuse. Ça fait un petit arbre décisionnel au niveau des liquides. Et ensuite, on fait à peu près pareil avec les solides. On part de la compote qui équivaut à une texture lisse. Si ça passe, on va tester la madeleine ou le pain de mie. Et si ça passe, on va tester de la biscotte. Et puis après, on peut regarder aussi sur un plateau entier en texture qu'on aura choisi avec le diététicien pour voir si c'est vraiment adapté sur un plateau entier. Alors oui, tout à l'heure, donc là, sur la diapo d'avant, j'ai un tout petit peu parlé de l'eau épaissie. C'est vraiment mieux que l'eau gélifiée quand on peut. Déjà, c'est moins sucré et aussi on peut l'adapter au niveau de l'épaississement
Si on met par exemple juste une dosette, on va avoir un petit côté sirupeux de l'eau et ça peut vraiment déjà favoriser la déglutition plutôt que de passer tout de suite sur une eau gélifiée où le patient n'en a pas envie, c'est trop sucré, c'est vraiment pas très bon. Je ne sais pas si vous en avez déjà goûté, mais vraiment, si l'eau épaissie passe, on préfère vraiment donner ça. Et en plus, voilà, on peut vraiment adapter. Si une dosette ne suffit pas, on peut en mettre 2, puis 3 pour avoir de plus en plus d'épaississement en fait. Donc c'est plus adapté. Et du coup, bien sûr, on travaille effectivement avec les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les diététiciens pour compléter nos bilans et faire en sorte que la rééducation orthophonique de la déglutition derrière soit la plus adaptée possible et qu'on puisse faire évoluer les textures afin qu'un patient qui a les troubles de la déglutition, on ne le laisse pas en lice toute son hospitalisation. Et donc, du coup, ça demande beaucoup de communication avec l'équipe. Et puis, voilà. Moi, j'étais peut-être un peu rapide, mais n'hésitez pas s'il y a des questions.